Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé « Prendre soin de soi et des autres ». Martin Luther King Jr. a un jour déclaré que la question la plus persistante et la plus urgente de l'existence est celle-ci. Que faites-vous pour les autres? Et c'est une question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Je m'appelle Amélie Doyon et je suis conseillère en prévention de la violence et en redevabilité aux bénéficiaires à la Croix-Rouge canadienne. Ce webinaire a été conçu en collaboration avec Judy Fairholm, qui est directrice du programme Éducation au respect, et Sonia Root, qui est conseillère technique pour le projet psychosocial à la Croix-Rouge canadienne. Judy a une vaste expérience internationale, tant auprès des réfugiés et des déplacés que dans des réponses d'urgence, entre autres en Turquie, au Sri Lanka, en Indonésie et en Haïti. Sonia, pour sa part, revient tout juste d'une mission auprès des réfugiés dans un camp de transition au sud de l'Allemagne. Et de mon côté, je suis également déléguée psychosociale et j'ai travaillé entre autres en Haïti et aux Philippines. Alors, tout d'abord, quels sont les objectifs de cette session? La première partie de ce webinaire portera principalement sur l'idée de prendre soin de soi. Cette première partie portera bien sûr sur le stress et ses conséquences, mais aussi sur la résilience et les ressources qui sont à notre disposition. Et nous tenons également à vous fournir de l'information nécessaire pour bien comprendre le contexte entourant cette réponse humanitaire. La deuxième partie du webinaire, elle portera sur comment prendre soin des autres et nous discuterons un peu plus en détail le deuil et la réaction normale suite à des pertes significatives. Nous expliquerons l'approche psychosociale de base qui consiste à observer, écouter et établir les liens dont les gens ont besoin. Et finalement, nous discuterons des besoins de protection et le comportement éthique à adopter et à maintenir. En tant que personnel de la Croix-Rouge, nous sommes régulièrement exposés à des situations très stressantes, que ce soit lors d'une réponse d'urgence dans une crise humanitaire comme celle-ci, au moment où nous répondons à un incendie dans une habitation à loyer modique qui jette des dizaines de familles à la rue, ou encore lorsque nous entendons des témoignages de gens qui ont vécu des violences physiques ou sexuelles. Les exemples pourraient être encore nombreux. Toute personne qui fait face à une situation stressante va réagir, que ce soit un membre du personnel de la Croix-Rouge ou un citoyen canadien ordinaire. Mais la nature de la réaction dépendra de certains facteurs, comme notre préparation émotive, notre préparation en termes de formation et aussi notre interprétation personnelle des événements. Mais tout d'abord, question de bien comprendre le contexte, nous vous suggérons de regarder une vidéo du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cette vidéo, intitulée « 4 millions de réfugiés syriens », a été créée en août 2015 et nous parle de ce que les réfugiés qui arriveront bientôt au Canada ont dû vivre. La vidéo est sous-titrée en français. In the heat and dust they come, carrying their belongings, their lives, in bags on their backs. They are Syrians. And as they cross the border at Akçalı into Turkey, they become refugees. The stream has become a river, then a flood. Over 4 million Syrians are now refugees. 1 million have fled the bombs and blood in their country in just the last 10 months. 24,000 have escaped the fighting in Tel Abyad to Turkey last month. Some so young and others so sick that ambulances waited to take them from the border point. The numbers are staggering, but each number is a person, a story of suffering and loss. Taken together, they constitute a crisis of unprecedented magnitude. In the last year, Turkey has become the largest refugee hosting nation in the world. It takes care of over 2 million refugees. Over 1.8 million of them are Syrians. Turkey has built a network of camps, while more than 1.5 million Syrians live in villages, towns, and cities. The arc of suffering takes in Lebanon. 1,172,000 Syrians have sought refuge in a country of just 4 million people. Lebanon boasts the largest refugee population per capita in the world. Its social structures buckle under that enormous pressure. Jordan, where over 629,000 Syrians have fled, often to a grim life.
86% of refugees living outside camps struggle to exist below the poverty line of $3.20 a day. An increasing number are risking everything in perilous crossings of the Mediterranean in small smugglers' boats to reach Europe. But the overwhelming majority remain in the region, sliding further into abject poverty. The numbers rise relentlessly. UNHCR estimates that by the end of the year there could be 4,270,000 Syrians in exile. Billions will be needed simply to support them. But so far this year, a quarter of the humanitarian aid has been received. Much more is desperately needed for the millions of refugees and the millions more, 7,600,000 internally displaced in their brutalized country. The numbers are huge, and so is the need. Derrière chacune des statistiques présentées dans cette vidéo se cache l'histoire bien personnelle d'individus, de familles, leur parcours et leurs défis, marqués par la souffrance et le deuil. Les 25 000 réfugiés syriens qui arriveront au Canada auront eux aussi leur histoire et leur souffrance. Et pour être en mesure d'aider ces gens, il est important de bien comprendre le stress. Donc comment il se manifeste d'abord en nous, mais aussi chez les autres. Jetons d'abord un coup d'œil au stress quotidien. Le stress quotidien est le stress normal que nous vivons à tous les jours. C'est ce qui nous garde alertes et attentifs, et c'est aussi souvent ce qui fait que notre existence est stimulante. Le stress quotidien est issu de notre environnement, de notre emploi, de nos relations, etc. Il peut aussi être généré par nos propres attentes, nos désirs, nos ambitions. Le stress quotidien remplit un objectif, celui de nous faire progresser, avancer et de développer de nouvelles compétences pour que nous puissions nous adapter aux nouvelles réalités. Ensuite vient le stress cumulatif, soit quand la source de notre stress s'étale dans le temps et que notre équilibre de vie est chamboulé. Cela peut se produire quand plusieurs événements stressants s'accumulent ou quand un stress chronique se prolonge sans qu'une issue ou une résolution de la situation soit possible. À la longue, le stress cumulatif peut entraîner des problèmes relationnels ou des problèmes de santé physique ou psychologique. Enfin, le troisième type de stress est le stress traumatique. Il survient quand une personne ne réussit pas à répondre à la demande ou à la situation et résulte en épuisement mental et physique. Le stress traumatique peut survenir après un événement traumatique, qu'il soit réel, imaginé ou perçu comme tel. L'individu peut réagir par la fuite, par la lutte ou être complètement immobilisé, incapable de bouger. Il s'agit de réflexes qui se déclenchent lorsque nous sommes confrontés à des situations extrêmes. Les symptômes peuvent être sévères et inclure des flashbacks. Maintenant, vous aurez peut-être à entendre des récits troublants et tragiques de gens qui ont été blessés, qui ont perdu leur famille, ceux qu'ils aimaient. Les émotions vives que vous pourrez ressentir face à la douleur et à la souffrance des gens que vous croiserez sont tout à fait normales. Vous ressentirez peut-être de la colère quand vous entendrez les circonstances qui ont poussé les réfugiés à quitter leur demeure, leur pays, ou encore quand vous entendrez les récits sur les conditions de vie dans les camps, ou sur la façon dont certaines personnes ont été exploitées ou blessées par d'autres. De tels témoignages pourraient vous faire douter de la bonté de l'humanité, douter de votre foi, ou encore adopter une attitude négative face au monde dans lequel nous vivons. Peut-être que vous aurez de la difficulté à comprendre comment de telles atrocités peuvent devenir réalité. Vous rencontrerez peut-être des réfugiés qui vivront des émotions très fortes suite à ce qu'ils ont vécu. Vous serez peut-être témoin de leur colère, de leurs larmes, de leur sentiment d'impuissance ou encore de leur frustration, de leur tristesse ou de leur isolement. Chacune de ces situations a le potentiel d'être très stressante et pourrait provoquer à son tour de fortes émotions en vous. Vous serez peut-être confus quant à la meilleure façon d'aider et d'être utile. Et c'est ce qui nous amène à parler du point suivant, soit nos attentes personnelles en tant que bénévoles ou travailleurs humanitaires et notre désir de résoudre des problèmes qui sont extrêmement complexes et nombreux. Nos attentes face à nous-mêmes ne sont pas toujours réalistes et il est facile d'oublier que l'écoute active, la compassion et tout simplement être présent pour l'autre sont des éléments clés du bien-être et environnement sécuritaire. Finalement, le dernier point sur cette diapositive est relié à l'environnement de travail même dans lequel nous évoluons. La demande peut être très élevée, les heures et les journées de travail peuvent être très longues, votre description de tâches pourrait vous paraître difficile à saisir,
La communication entre les membres de votre équipe pourrait être difficile, tendue. Bref, tous ces éléments peuvent ajouter à votre niveau de stress. Et c'est pourquoi il est si important de vous d'identifier vos propres techniques personnelles pour gérer votre stress. Maintenant, notre réaction au stress peut varier grandement et elle est directement liée à la sévérité des situations que nous vivons et à nos expériences passées. Mais une chose est certaine, c'est que le stress a des conséquences sur le fonctionnement physique de notre corps, tout comme sur notre fonctionnement psychologique et social. Donc, observons maintenant certains signes de stress sur les différents aspects de nos vies. Ce sont des signes que vous reconnaîtrez probablement pour les avoir déjà vécus ou déjà vus se manifester chez des amis, des collègues ou des membres de votre famille. Ce sont aussi des signes qui se manifestent peut-être au sein de la population des réfugiés syriens avec laquelle vous allez interagir. Donc, il est important de bien savoir les lire en vous et aussi de savoir les reconnaître chez les autres. Certaines réactions se manifesteront peut-être de différentes manières. Pour ce qui est des signes physiques, nous savons que le stress peut occasionner des troubles du sommeil, des maux de tête, des douleurs physiques, des palpitations, un rythme cardiaque élevé, de la fatigue ou encore une aggravation de problèmes de santé chroniques. Pour ce qui est des signes cognitifs, le stress peut occasionner des difficultés à se concentrer, perdre la notion du temps ou encore oublier des choses. D'un point de vue psychologique, le stress peut provoquer de l'anxiété, de la peur, du désarroi, de la confusion, du désespoir, de la tristesse, de la colère, etc. Si on pense aux signes comportementaux maintenant, on peut penser à l'irritabilité, à des sautes d'humeur, à la dépression, à une consommation excessive d'alcool ou de drogue. D'un point de vue spirituel, la vie peut soudainement perdre de son sens et la foi ou la spiritualité peut aussi perdre son sens. Et finalement, le stress peut aussi se manifester dans nos relations interpersonnelles. Donc, il est possible d'observer un isolement des autres ou encore des conflits interpersonnels entre les gens. Tous ces signes sont des résultats normaux face à des situations stressantes. Et c'est ce qu'il est important de mentionner ici, que ces réactions face au stress sont normales, humaines et vont généralement se dissiper en l'espace de quelques semaines. Si au contraire vos symptômes liés au stress vont en s'accentuant, il est important de le reconnaître et d'aller chercher de l'aide, et nous allons en discuter davantage tout à l'heure. Mais il est important de se rappeler que la plupart des gens qui font face à l'adversité se remettent sur pied après des événements difficiles ou traumatisants. Le temps aide les choses et nous avons tous nos propres ressources et résilience, que ce soit à travers la spiritualité, notre famille, nos relations, notre sens de l'humour, etc. Et c'est vrai pour ceux à qui nous venons en aide, mais c'est aussi vrai pour nous-mêmes. Alors, il est important de normaliser certaines de ces réactions plutôt que de croire que quelque chose ne fonctionne pas avec nous ou que nous sommes en train de perdre la carte. Normaliser ces réactions pour nous-mêmes, avec nos pairs et avec les bénéficiaires est important et aide à se remettre sur pied et à retrouver son équilibre. Maintenant, jetons un coup d'œil à une fable que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendue. C'est l'histoire de la grenouille dans la marmite d'eau. Alors, l'histoire va comme suit. Si on met une grenouille dans une marmite d'eau bouillante, elle sautera hors de l'eau immédiatement. Mais si vous mettez cette même grenouille dans de l'eau fraîche et augmentez doucement la température, la grenouille réalisera que trop tard que la température est trop élevée et périra. La morale de cette histoire, c'est que nous devons porter attention au stress évident que nous vivons, mais aussi au stress plus subtil qui s'accumule jour après jour. C'est de cette façon que nous serons capables d'adopter des comportements positifs pour mieux gérer notre stress. Parce que le stress normal est utile. Il contribue à notre adaptation et nous incite à trouver des solutions. Mais quand nous vivons trop de stress, il est important de savoir l'identifier et de chercher une façon à retrouver un équilibre sain. Alors, nous venons d'observer les signes reliés au stress chez l'être humain. Et maintenant, nous allons porter notre attention sur les indicateurs de détresse personnelle, donc ce qui se produit en nous dans des situations de stress extrême. Les 5 points sur cette diapositive sont des signes relativement communs face à la détresse personnelle. Si on parle du sentiment chronique d'anxiété, on parle d'un sentiment de détresse, de nervosité et de crainte générale. Donc, pas une peur précise de quelque chose, mais un sentiment de crainte qui est diffus sans être lié à un danger en particulier nécessairement. Ensuite, il y a la dépression, donc un sentiment d'incompétence, de désespoir, d'impuissance, de tristesse chronique et d'autres symptômes associés.
Cette condition est souvent liée à un deuil important et est une réaction normale pendant un court laps de temps. En ce qui a trait à l'utilisation d'alcool et de drogue, l'élément important est quand un individu fait usage excessif d'alcool ou de drogue dans le but de se calmer, d'oublier ce qui lui cause du souci ou de ne plus penser. Pour ce qui est des crises de panique, il s'agit d'une sensation d'angoisse soudaine qui peut émerger sans cause apparente. Les symptômes peuvent être des palpitations, des nausées, des chaleurs, des frissons, un sentiment de terreur et la peur de mourir. Une crise de panique dure environ, en moyenne, une dizaine de minutes, mais elle est terrifiante pour l'individu qui la vit. Finalement, les symptômes de stress post-traumatique peuvent apparaître à la suite d'un ou d'une suite d'événements perturbants ou troublants, comme une catastrophe naturelle par exemple, un conflit armé, une agression physique ou sexuelle, ou toute expérience qui menace l'intégrité physique d'un individu et provoque un sentiment de peur, d'impuissance, d'horreur. Maintenant, une des conséquences qui peut se produire suite à une expérience de stress prolongée est l'épuisement professionnel ou encore le burn-out. Une chose importante à se rappeler est qu'un épuisement professionnel n'arrive pas soudainement. C'est un processus qui est cumulatif, donc qui commence lentement et qui s'aggrave progressivement. Si les symptômes de stress initial ne sont pas pris au sérieux et si un équilibre de vie plus sain n'est pas rétabli, les symptômes peuvent se transformer en un épuisement chronique. Et même si le burn-out ou l'épuisement professionnel est lié au travail, ses conséquences se manifesteront nécessairement sur les autres sphères de notre vie. Donc, nos relations familiales, nos relations avec nos collègues, notre famille, etc. Les individus particulièrement à risque d'épuisement professionnel sont ceux qui s'oublient dans le travail, ceux qui travaillent de longues heures, ne comptent pas leur temps pour aider les autres, ceux qui sont toujours sur appel, restent constamment connectés à leur téléphone, à leur courriel, etc. Finalement, l'épuisement professionnel est associé à une diminution du sentiment d'accomplissement personnel et au découragement. Et juste comme l'épuisement professionnel est un processus graduel, son rétablissement est aussi un processus graduel, donc il peut prendre du temps. Une autre conséquence possible, si les symptômes de stress ne sont pas pris au sérieux, est l'usure de compassion. Et le risque est réel pour les personnes aidantes qui font face à la tragédie et au récit de nombreux bénéficiaires. L'usure de compassion, c'est en fait une diminution graduelle du sentiment de compassion envers les personnes qui ont besoin d'aide. Et elle peut s'exprimer par un sentiment d'impuissance, un sentiment de désespoir au travail, une attitude négative à l'égard des victimes, un manque d'assurance, un sentiment d'incompétence. L'usure de compassion est semblable à l'épuisement professionnel, mais elle correspond davantage à ce qui est vécu quand aider les autres entraîne des compromis à notre bien-être personnel et à notre propre équilibre. C'est quand notre capacité ou notre intérêt à être empathique à la souffrance de l'autre est significativement réduit. Et c'est pour cette raison qu'il est tellement important de savoir prendre soin de nous-mêmes et d'avoir de la compassion envers nous-mêmes et ce que nous vivons. Maintenant que nous avons couvert les concepts de stress et de détresse, il est important de passer un peu de temps et de discuter ce qu'est la résilience, soit les ressources personnelles qui sont à notre disposition pour nous aider à gérer le stress et surmonter l'adversité. Ces ressources personnelles peuvent être d'ordre social, relationnel, psychologique, spirituel, etc. Ce sont les forces qui nous aident à faire face au stress et aux situations difficiles. Ces ressources peuvent venir de nous-mêmes ou de notre environnement externe. Donc, il est important de réfléchir aux ressources qui nous entourent et à celles qui sont en nous pour rester en bonne santé face aux situations difficiles. Être résilient ne veut pas dire que nous ne ferons pas l'expérience de symptômes de stress mentionnés précédemment, mais ça veut plutôt dire que nous serons en mesure de puiser en nous et d'aller chercher de l'aide pour être capables de rebondir plus facilement suite à une situation difficile ou stressante. Donc, jetons maintenant un coup d'œil aux ressources que nous avons à notre disposition. Pour nous simplifier la tâche, nous les avons regroupées en 4 catégories, soit les facteurs individuels, les facteurs liés aux relations interpersonnelles, les facteurs liés au contexte et les facteurs culturels. Si on s'attarde aux facteurs individuels, cela inclut notre habileté à résoudre des problèmes, notre habileté à exprimer clairement nos besoins, notre confiance en nous, notre empathie, avoir des objectifs personnels, notre habileté à nous adapter à différentes situations et le dernier point mais non le moindre, notre sens de l'humour.
C'est vrai, être capable de rire de soi-même et rire avec les autres est extrêmement important. Un autre aspect important est d'être capable de définir ses limites personnelles, donc en lien avec votre travail, votre espace personnel, vos limites en termes de temps, etc. Mais surtout être capable de communiquer ces limites avec vos collègues et ceux qui vous entourent. Maintenant, si on jette un coup d'œil aux facteurs liés aux relations interpersonnelles, cela inclut les gens qui sont importants pour nous, ceux que nous consultons quand nous avons besoin d'aide, ceux auprès de qui nous nous sentons à l'aise d'exprimer nos émotions et avec qui on ne se sent pas jugé. Maintenant, si on s'attarde au contexte, un élément qui est extrêmement important est de se sentir en sécurité. Parce que quand on ne se sent pas en sécurité, cela devient un stress ajouté pour nous. Nous devons aussi nous assurer que nos besoins de base sont satisfaits, donc que nous avons l'information nécessaire pour faire face à une situation donnée et aussi que nous savons où aller chercher de l'aide dans la communauté. Le dernier point, celui sur les facteurs culturels, fait référence à notre tolérance pour des idéologies ou des croyances différentes des nôtres, et aussi à notre propre philosophie de vie et à la compréhension que d'autres individus auront un point de vue différent du nôtre. Ce qui est important, c'est d'être en mesure de savoir ce qui déclenchera nos émotions et ce qui nous fera bloquer, surtout lorsque nous travaillons dans un contexte de grande diversité culturelle. Donc, si vous êtes déjà conscient de vos limites et de vos défis culturels, vous serez davantage résilient. Maintenant, comment prendre soin de soi avant un déploiement, pendant une réponse et aussi après, quand les choses rentrent à la normale? Donc, avant toute chose, il est important de s'assurer d'être prêt. Il faut se poser la question, est-ce que nous sommes prêts personnellement à faire ce genre de travail? Est-ce que nous avons évalué nos propres niveaux de stress, notre résilience, etc.? Est-ce que nous savons comment nous pourrons prendre soin de nous-mêmes? Et est-ce que notre famille comprend le travail que nous nous apprêtons à accomplir et est prête à nous soutenir dans ce travail? Donc, en premier temps, s'assurer d'être prêt à répondre est extrêmement important. Dans un deuxième temps, il est tout aussi important de s'informer, donc bien comprendre la situation et la réalité entourant la crise migratoire, s'informer sur la culture et le contexte syrien, et aussi bien comprendre le processus canadien pour devenir citoyen et s'intégrer dans une nouvelle communauté. Enfin, dans un troisième temps, il est important d'obtenir du soutien, donc savoir vers qui vous pourrez vous tourner si vous avez besoin d'écoute, de décompresser, de relaxer. Donc, réfléchir aux gens qui vous entourent et à qui vous pouvez vous confier si vous en avez le besoin. Maintenant, une fois déployé, donc une fois le travail entamé, comment pouvons-nous prendre soin de nous-mêmes? Que pouvons-nous faire personnellement? D'abord, il est important de bien connaître, mais aussi de respecter nos limites et de prendre des pauses. Il est aussi primordial de veiller à notre santé, donc bien manger, bien dormir, continuer à faire de l'activité physique. Et finalement, savoir où demander de l'aide quand nos limites sont atteintes. C'est extrêmement important de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Il y a aussi différentes techniques de relaxation qui peuvent faire une différence considérable sur votre bien-être, comme des techniques de respiration, des techniques de méditation, techniques de pleine conscience, etc. Ensuite, il est important de savoir qui de vos proches peut vous soutenir pendant des périodes de stress. Avec qui pouvez-vous partager vos expériences tout en respectant la confidentialité des personnes impliquées. Il est aussi important de porter attention à vos collègues et à lire et à détecter les signes de stress et soutenir ceux qui en ont besoin. Le soutien des pairs est essentiel et est vraiment un grand avantage quand on travaille en équipe. Finalement, pour ce qui est de notre travail comme tel, des tâches que nous devrons accomplir, il faut se demander si nos objectifs sont réalistes. Est-ce que notre rôle et nos responsabilités sont clairs? Est-ce que nos limites sont clairement définies et exprimées? Et enfin, savons-nous quand nous devons aiguiller les bénéficiaires vers d'autres ressources, quand nous devons demander de l'aide et consulter notre équipe ou notre superviseur pour avoir des conseils quant à ce qui devrait être fait? Et finalement, une fois que cette expérience prend fin, il est essentiel de prendre soin de soi quand notre quotidien reprend son cours normal. Et pour prendre soin de soi après, il y a 3 étapes importantes à suivre. D'abord, prendre le temps de se ressourcer. Donc, posez-vous la question de quoi avez-vous besoin pour vous ressourcer? Avez-vous besoin de repos, de détente, de relaxation? Qu'est-ce qui vous aide à vous reposer et à reprendre votre souffle? Ensuite, il faut prendre soin de sa santé. Donc, encore une fois, bien manger, bien dormir, faire de l'exercice. C'est une étape toute simple, mais que nous devons vraiment prioriser au cours du processus. Et finalement, il est essentiel de prendre le temps d'assimiler ce qu'on vient de vivre. Et ça peut se faire en partageant avec nos proches, avec notre communauté, et toujours bien sûr en respectant la confidentialité des gens impliqués.
Ça peut aussi se faire en réfléchissant à ce que nous avons vécu, à ce que nous avons traversé et en apprenant de cette expérience. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai appris des gens que j'ai croisés? Qu'est-ce que j'ai appris de l'expérience des réfugiés syriens? Comment est-ce que cette expérience m'a transformé et m'a appris davantage, m'a apporté davantage? Et maintenant, connaître les ressources offertes au personnel fait aussi partie d'une bonne gestion du stress. Donc, quelle information est à votre disposition pour vous aider à faire votre travail? Quelles ressources vous sont accessibles? Et aussi, comment est-ce que vos pairs et vos collègues peuvent vous soutenir? Donc, si on s'attarde plus spécifiquement à l'information, le fait de connaître ce qui est attendu de nous est primordial et permet de réduire considérablement le niveau de stress. Dans une réponse humanitaire, des données changent régulièrement et une des compétences les plus importantes est d'être capable de démontrer sa flexibilité. Mais il est important de savoir qui est votre superviseur et qui se rapporte à vous, donc les liens hiérarchiques. Vous devez aussi avoir une bonne compréhension des politiques de la Croix-Rouge, comme la politique de la protection de l'enfance, le code de conduite, et aussi bien comprendre vers qui vous pouvez aiguiller les gens quand le soutien ou l'aide dont ils ont besoin dépasse vos capacités. Enfin, il est aussi essentiel de savoir où vous pouvez aller chercher de l'aide, soit pour vous-même, soit pour un collègue, soit pour un bénéficiaire. Un autre aspect important qui ne doit pas être sous-estimé est le soutien des pairs, donc les membres de votre équipe. Et on le sait, si vous avez déjà travaillé dans une réponse d'urgence ou tout simplement dans une équipe de travail, vous serez probablement d'accord sur le fait que votre équipe peut vous rendre plus fort, plus résilient, tout particulièrement si vous vous sentez écouté, que ce soit au sujet de vos préoccupations ou de vos idées. Une bonne équipe de travail sera aussi en mesure de trouver des solutions aux problèmes, de tester différentes stratégies et de discuter de différentes options pour faire face à des situations difficiles. Vos pairs peuvent aussi faire toute la différence si vous êtes capable de partager vos réactions, vos émotions, vous sentir soutenu. Vos pairs peuvent être une source d'encouragement et de soutien parce que souvent ils comprennent très bien la réalité dans laquelle vous travaillez parce qu'ils la partagent avec vous. Et ils pourront aussi contribuer de façon positive à des discussions au sujet d'objectifs de résolution de conflits, etc. Et maintenant, si on s'attarde un peu aux différentes ressources qui sont à votre disposition, voici une liste de départ. On sait que la plupart des gens se rétabliront suite à des événements très stressants sans nécessairement faire appel à de l'aide professionnelle. Souvent, la famille, les amis, les membres de la communauté ou encore les chefs spirituels seront d'une aide précieuse. D'autres personnes feront appel à leur médecin de famille, à un groupe de soutien, à une ligne d'aide téléphonique, à leur conseiller ou à leur thérapeute, que ce soit de façon privée ou à travers un programme d'assistance au personnel. Plusieurs informations sont aussi généralement accessibles sur des sites web, comme par exemple le site du programme Mieux Vivre, qui est le programme d'aide au personnel de la Croix-Rouge canadienne. Ce programme est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et offre de l'information, du soutien et du counseling au personnel de la Croix-Rouge. Alors maintenant que vous avez une meilleure idée de comment prendre soin de vous-même dans des situations de grand stress, nous allons maintenant élargir la discussion et voir comment est-ce que nous pouvons prendre soin des autres, donc en particulier ici des réfugiés syriens. Donc les 25 000 réfugiés syriens qui arriveront dans les mois et les semaines à venir. Certains d'entre eux auront vécu dans des camps, d'autres dans des centres urbains avec des membres de leur famille. Ils auront tous eu des expériences différentes et semblables en d'autres points, et ils arriveront au Canada avec leurs histoires. Maintenant, que connaissons-nous de ce groupe de gens qui s'apprêtent à venir s'installer au Canada? Nous savons que plus de la moitié d'entre eux, donc 52%, auront moins de 18 ans. 84% d'entre eux savent lire et écrire. 87% d'entre eux seront musulmans et 10% sont chrétiens. Ils partagent également entre eux d'importantes valeurs et des coutumes. La famille et la religion occupent une place fondamentale pour plusieurs Syriens. Ils ont aussi un respect tout particulier pour les aînés et les enfants occupent une place importante dans la famille. Le peuple syrien est aussi très fier et en ce moment, plusieurs d'entre eux sont préoccupés par l'image que les gens ont d'eux, comment ils sont dépeints dans les médias, etc. Et finalement, comme dans toute culture, la cuisine est importante et l'alimentation de base est faite de produits céréaliers, de viande, de fruits et de légumes pour les Syriens. Maintenant, quand on s'attarde à l'expérience de plusieurs réfugiés syriens, nous savons qu'ils ont vécu au cours des dernières années plusieurs deuils et plusieurs pertes. Ils ont fui la guerre, fui la mort, perdu des proches, des amis. Ils ont dû quitter leur pays, quitter leur emploi, leur maison et une partie de leur identité.
Plusieurs d'entre eux ont perdu leur dignité et leur contrôle sur leur existence. Toutes ces pertes s'accumulent, juste comme le stress en fait, et occasionnent un processus de deuil qui est normal dans de pareilles circonstances. Les réactions les plus fréquemment liées au deuil peuvent être la dépression, la fatigue, la colère, des pleurs, du découragement et parfois de la violence. Certains groupes sont plus vulnérables que d'autres, donc ont besoin d'une attention spéciale. Les enfants et les adolescents forment un de ces groupes, en grande partie à cause de leur développement physique et aussi psychologique et de leur dépendance. Nous avons aussi vu dans les données démographiques que les enfants et les adolescents de moins de 18 ans forment plus de la moitié de la population des réfugiés syriens qui arriveront au Canada. Donc c'est un groupe auquel nous devons porter une attention spéciale. Une étude récente a démontré que 98% des enfants réfugiés syriens ont été touchés par un traumatisme et ce qu'ils ont vécu. Ces traumatismes sont dus généralement à 3 choses. Premièrement, la violence, la guerre et le conflit que ces enfants ont vécu. Deuxièmement, le fait qu'ils n'ont pas eu accès à l'école et aux jeux et que leur quotidien était complètement chamboulé. Et finalement, troisièmement, à cause des changements qu'ils ont vus se produire chez leurs parents et chez ceux qui prennent soin d'eux. Donc le stress, la tristesse, la peur qui ont accablé leurs parents. Les autres groupes qui sont particulièrement à risque sont les personnes qui ont des problèmes de santé ou des incapacités ou des handicaps parce que leurs soins ont été limités et que leurs problèmes de santé se sont peut-être détériorés. Certaines personnes sont peut-être devenues handicapées à cause de la guerre, d'autres l'étaient probablement avant. Ce groupe porte une lourde charge sur ses épaules et la santé physique et psychologique a certainement un effet sur la résilience et la récupération de ce groupe. Et finalement, le troisième groupe vulnérable sont les personnes qui sont à risque de souffrir de discrimination ou de violence, donc potentiellement gays, lesbiennes, transgenres ou d'autres personnes ou groupes de personnes qui sont perçues comme moins importants ou marginalisées dans la société. Donc maintenant, comment aider et comment intervenir? Le premier principe que nous devrions toujours avoir en tête est celui de ne causer aucun tort aux gens que nous tentons d'aider. Mais comment faire? La première chose, c'est d'être respectueux. Donc respectueux de leurs droits, de leur culture, de leur foi, de leurs traditions. C'est leur souhaiter la bienvenue, leur ouvrir nos bras, leur ouvrir nos communautés, nos cœurs pour qu'ils se sentent chez eux au Canada. Ensuite, il est important de les traiter avec dignité, donc de les écouter et de prendre en considération les rôles familiaux et communautaires. Par exemple, reconnaître la sagesse d'un aîné, l'écouter, lui donner du respect, lui demander des conseils. Il est aussi important de collaborer, donc inclure les gens dans la prise de décision qui les concerne et apprendre de ces interactions avec eux. Troisièmement, l'intégrité est aussi très importante, donc faire preuve d'honnêteté et de fiabilité. Si vous dites quelque chose à quelqu'un, tenez votre parole, ne faites pas de fausses promesses. Quatrièmement, l'empathie est aussi au cœur de l'aide que nous pouvons apporter, donc comprendre les sentiments de deuil, de perte et l'impact des événements traumatisants sur les individus, sur leur famille, sans jugement. Et finalement, la protection est primordiale. Il est de notre responsabilité de créer des environnements sécuritaires, d'aller vers les gens pour connaître leur satisfaction de nos services, de leur donner l'occasion de faire des plaintes ou de donner du feedback et de les référer, les aiguiller vers d'autres services d'aide ou de protection s'ils en ont besoin. Maintenant, voici les 3 principales actions clés qui nous permettent de bien faire notre travail. Donc, nous devons d'abord observer, deuxièmement, écouter, et finalement établir les liens nécessaires entre les besoins des gens et les ressources qui sont disponibles. Donc, regardons un peu plus en détail chacune de ces actions clés. D'abord, que devez-vous observer? La communication non verbale dans un premier temps, parce que 80% de notre communication passe par nos attitudes, notre comportement, nos expressions, etc. Donc, vous pouvez faire une lecture intéressante d'une situation sans même ouvrir la bouche, sans même avoir de discussion et être capable de lire beaucoup de choses. Ensuite, une autre chose importante à observer, si les bénéficiaires ont leurs besoins essentiels comblés. En tout premier lieu, sont-ils en sécurité? Il est possible que les gens se sentent mal à l'aise de demander ou de faire une plainte, mais vous pouvez aller au-devant, dialoguer avec les gens, observer comment ils interagissent entre eux, etc. Est-ce que les réfugiés sont en mesure de dormir, de manger, d'interagir, de communiquer avec leurs proches ici ou ailleurs pour leur dire qu'ils sont bien arrivés, en sécurité, etc. Vous pouvez aussi observer les signes de stress et de détresse chez les réfugiés syriens.
Vous devez aussi observer les indicateurs de violence parce que nous savons que dans des situations de crise et de stress, la violence interpersonnelle augmente de façon significative. Donc, vous pouvez observer les signes et prévenir ou du moins agir rapidement. Êtes-vous témoin d'agression, de harcèlement, de négligence, d'intimidation? Et enfin, observez les gens et tentez de comprendre ce qui les aide et ce qui leur permet de reprendre contrôle, de se sentir en sécurité, de se sentir respectés. Vous pouvez encourager la résilience des gens et les aider à se remettre sur pied plus rapidement. D'abord, demandez-leur de quoi ils ont besoin. Impliquez-les dans la solution, dans la prise de décision. Les gens que vous allez rencontrer sont des survivants, des gens qui auront fait preuve de courage, de résilience. Et il est important de voir et de reconnaître ces forces et cette résilience chez les réfugiés syriens. Maintenant, que devez-vous écouter et comment écouter quelqu'un? D'abord, il est important de rester calme, surtout si votre interlocuteur est anxieux et a peur ou est stressé. Si vous êtes calme et que votre ton de voix est calme, vous inspirez aussi le calme. Être ouvert est aussi très important. Parfois, la question la plus importante est de savoir de quoi les gens ont besoin en ce moment précis, quelles sont leurs priorités. Et vous devez écouter sans juger et prendre les gens là où ils sont. Ne pas tirer de conclusions hâtives est aussi primordial, parce que parfois, ce que nous croyons que les gens ont besoin n'est pas vraiment ce dont ils ont besoin. Alors, il est important d'écouter et de ne pas prendre de choses pour acquis. Clarifier la situation, la demande, est aussi clé dans une bonne communication. Et finalement, soutenir et encourager les gens en leur donnant l'information dont ils ont besoin pour faire leur choix et en reconnaissant leur courage et leur résilience. Nous allons maintenant vous montrer une courte vidéo du Dr. Brené Brown sur l'empathie. Cette vidéo démontre, à travers une animation, la différence entre l'empathie et la sympathie et comment l'empathie est la meilleure façon d'aider quelqu'un qui souffre et qui a mal. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection.
Donc, l'empathie est la pierre angulaire de l'écoute active et du soutien dans un contexte de diversité socio-culturelle. Il est important de se rappeler qu'une personne qui est en détresse peut perdre temporairement son sentiment de sécurité et avoir de la difficulté à se concentrer et à prendre une décision importante. Les réfugiés syriens qui arriveront au Canada devront s'adapter à une nouvelle culture, à un nouveau climat, et l'hiver peut être long au Canada, s'adapter à une nouvelle langue, à un nouveau système. Donc vraiment plusieurs choses à apprendre et à faire dans un contexte qui ne leur est pas du tout familier. Donc écouter veut dire beaucoup plus que simplement entendre les mots ou les paroles. L'écoute empathique est donc essentielle et fera une réelle différence pour les gens que vous tenterez d'assister. Rappelez-vous toujours d'assurer la sécurité de la personne, d'être présent, de rester calme, d'écouter pour comprendre et de demander de clarifier si nécessaire, d'être prêt à être confronté à de fortes émotions et aussi n'ayez pas peur d'utiliser le silence. Prenez en compte la différence entre les sexes et écoutez et observez les signes de communication non verbale. L'écoute empathique est aussi extrêmement importante pour soutenir quelqu'un dans son processus de deuil. Vous trouverez sur cette diapositive quelques conseils à suivre pour aider quelqu'un dans des moments difficiles. Rappelez-vous d'être rassurant et d'expliquer que ce que la personne ressent en ce moment est normal. Évitez de décrire la façon dont la personne devrait se sentir ou ce qu'elle devrait faire, parce qu'il n'y a pas de bonne manière de faire son deuil. Ne jugez ni la personne ni la situation et ne vous sentez pas visé personnellement par leur réaction de deuil. Rappelez-vous que le deuil peut entraîner des émotions et des comportements qui sont très vifs. Ne poussez pas la personne à passer à autre chose et ne lui faites pas sentir que son deuil dure depuis trop longtemps, parce qu'il n'y a pas de limite de temps pour vivre un deuil. Et finalement, toujours en lien avec l'écoute, il est important de réfléchir à comment utiliser des interprètes de façon sécuritaire, parce qu'il est fort probable que vous ayez à utiliser ce moyen pour communiquer avec certains réfugiés syriens. Il est possible que certaines personnes ne se sentent pas à l'aise de partager leurs préoccupations avec vous à travers un interprète, et tout particulièrement si cet interprète est issu de leur propre communauté. Par exemple, ils pourraient craindre que la confidentialité ne soit pas respectée. Donc, établissez clairement les règles avec les interprètes que vous utiliserez et partagez aussi ces règles avec les personnes avec qui vous entrerez en communication. Donc, définissez bien les règles de confidentialité, encouragez toujours l'impartialité, donc, fixez des limites aux interprètes, donc demandez-leur de ne donner aucun conseil, aucune opinion et de ne pas partager les conversations auxquelles ils prendront part avec d'autres. Par moments aussi, utiliser des membres de la famille ou des enfants et des jeunes peut paraître pratique pour communiquer avec un membre de la famille. Mais rappelez-vous que les discussions que vous aurez seront peut-être traumatisantes pour un enfant ou un jeune. Donc, évitez cette pratique si vous parlez de sujets sensibles ou douloureux. Il est aussi important de donner du soutien aux interprètes adultes qui vous aideront parce qu'ils entendront peut-être des récits particulièrement troublants et difficiles à accepter. Donc, aidez-les et partagez vos ressources avec eux. Et finalement, vérifiez toujours si vous avez bien compris, parlez lentement, faites des phrases courtes et utilisez un vocabulaire simple. Donc, nous avons maintenant couvert les deux premières actions clés, donc l'observation et l'écoute. Maintenant, la troisième action clé est le fait d'établir des liens et de mettre les gens en contact avec ceux qu'ils aiment et les ressources dont ils ont besoin. Cette action clé est importante parce qu'elle contribue à la résilience des gens. Elle les aide à s'aider eux-mêmes et à reprendre le contrôle de la situation. Alors, l'idée derrière l'établissement des liens est de mettre les réfugiés en contact avec l'information dont ils ont besoin, avec le soutien disponible et aussi avec leur foi et avec leur culture. Alors, observons chacune de ces catégories un peu plus en détail. Les réfugiés qui arriveront au Canada auront besoin de renseignements exacts et cette information devra leur être accessible au moment où ils en ont besoin. Il est beaucoup plus facile de faire face à ce que nous savons, ce que nous connaissons, que de faire face à l'inconnu. Donc, il est important de partager l'information que nous avons et de la partager à travers des moyens qui sont appropriés pour les réfugiés syriens. Donc, cela pourrait être des journaux, des magazines et d'autres documents de langue arabe. Ça pourrait être aussi un tableau où vous pouvez afficher les renseignements pertinents au centre d'accueil. L'accès à Internet pour les gens, pour qu'ils puissent avoir accès à de l'information, mais aussi prendre contact avec leur famille.
Les réfugiés syriens auront aussi besoin de renseignements sur le Canada, donc savoir comment accéder à ces services, comment et quoi faire, par exemple, s'ils ont besoin d'aide en cas d'urgence ou s'ils se sentent malades, savoir comment inscrire leurs enfants à l'école, etc. Ils auront aussi besoin de renseignements provenant du gouvernement et des organismes communautaires. Donc, ils auront besoin de connaître les lois canadiennes, en particulier la loi sur la protection des enfants et les lois relatives à la violence basée sur le genre. Un autre aspect important en lien avec ce thème est le soutien social. Alors, la première chose à considérer est est-ce que les membres d'une même famille sont encore ensemble ou ont-ils été séparés? S'ils sont séparés, sont-ils en contact les uns avec les autres? Donc, il est important d'aider les gens à communiquer avec leurs amis, avec leurs proches. La Croix-Rouge a un programme de rétablissement des liens familiaux. Donc, vous aurez peut-être à votre disposition un téléphone cellulaire, une carte SIM, un accès à Internet pour que les gens puissent aussi reprendre contact avec leurs êtres chers. Un autre aspect important est de rassembler les gens pour qu'ils puissent s'entraider. Donc, développer de nouveaux liens, partager entre eux et pour qu'ils, de cette façon, deviennent plus résilients. Donc, est-ce qu'il y a des espaces pour que les gens puissent se regrouper? Peut-être des espaces pour les enfants, des espaces pour les femmes, pour les jeunes, des groupes de soutien, un espace pour que les gens puissent prier, pratiquer leur religion, etc. Donc maintenant, comment organiser notre réponse d'aide pour que les gens puissent être en lien avec leur foi et leur culture? Avons-nous des espaces dans nos centres d'accueil pour les réfugiés pour que les hommes et pour que les femmes puissent faire la prière? Avons-nous pris contact avec les dirigeants religieux locaux pour qu'ils puissent apporter leur soutien aux réfugiés? En ce qui a trait aux habitudes alimentaires, est-ce que les aliments disponibles au centre sont culturellement appropriés? Est-ce que les habitudes alimentaires culturelles sont respectées? Ces questions peuvent sembler banales, mais elles sont très importantes. Et finalement, favorisons-nous l'intégration à la société canadienne et les liens avec la communauté d'origine syrienne qui habite déjà au Canada? Pouvons-nous créer des espaces récréatifs pour les enfants pour qu'ils puissent revenir à la normale? Avons-nous accès à des conférenciers pour que les réfugiés syriens puissent recueillir de l'information sur leur nouveau pays d'accueil? Toutes ces suggestions sont autant de pistes pour vous assurer de rétablir les liens et aider les réfugiés syriens à reprendre contrôle sur leur vie. Maintenant, établir des liens prend un sens particulier quand on en vient à la protection. Donc, si une personne a besoin d'aide, si sa sécurité est en danger, nous avons la responsabilité d'aller chercher de l'aide pour cette personne. Si vous êtes au courant qu'une personne se mutile ou a des pensées suicidaires et planifie mettre fin à ses jours, cette personne a besoin d'aide et de services et vous devez l'aiguiller vers ces services. Si vous savez qu'une personne est violente et menace quelqu'un, cette situation doit être réglée et les gens en cause auront besoin de protection. Si un enfant est abusé, si vous êtes informé que quelqu'un est victime de violences domestiques, si une personne âgée est négligée ou violentée, ou encore si une personne est incapable de s'occuper d'elle-même ou des gens qui sont à sa charge, ce sont autant de situations où les personnes impliquées auront besoin de protection et besoin d'être mis en contact avec des services de soutien, avec les autorités compétentes ou des services de santé. Et maintenant, comment protéger? Donc, nous avons déjà discuté comment faire l'observation et comment écouter. La deuxième étape est comment allez-vous vous assurer de la sécurité de la personne. Donc, vous savez maintenant dans quelles circonstances référer et vous en avez en tête le concept de ne créer aucun tort ou de ne porter aucun préjudice aux bénéficiaires. Un autre aspect important est de ne pas faire d'entrevue. Donc, quand vous écoutez quelqu'un et que vous vous demandez si la situation nécessite d'impliquer les services de protection, gardez vos questions ouvertes, écoutez et offrez votre empathie et expliquez à la personne ce que vous allez faire. Mener votre propre enquête pourrait compromettre sérieusement la sécurité de cette personne. Donc, il est important de ne pas promettre de garder de secret, ni de faire de fausses promesses que vous ne pourrez pas tenir. Si quelqu'un, par exemple, vous dit « J'aimerais vous dire quelque chose, mais vous devez me promettre de ne rien dire à personne », vous devez lui répondre que vous ne pouvez pas garder de secret. Vous ne savez pas ce que cette personne s'apprête à vous dire et vous pourriez être dans l'obligation d'aller vers les autorités ou chercher de l'aide. Et vous devez expliquer cela à la personne qui vous demande de garder son secret, que vous pouvez l'aider, mais que vous ne pouvez pas garder de secret. Et finalement, pour protéger une personne qui a besoin d'aide, vous devez la mettre en contact avec les ressources dont elle a besoin, que ce soit la police, les services de protection de l'enfance, les services de santé ou les organismes communautaires. Donc, nous connaissons maintenant les situations dans lesquelles les gens vulnérables ont besoin de protection. Mais savons-nous où rediriger les gens quand le soutien nécessaire dépasse celui que nous pouvons offrir?
Un site web utile qui liste les lois et les cadres juridiques internationaux, nationaux et provinciaux est accessible au www.croixrouge.ca/cadre juridique. Vous devez être aussi familier avec les politiques internes de la Croix-Rouge canadienne et en particulier le code de conduite pour le personnel, donc employés, bénévoles, ainsi que la politique sur la protection de l'enfance et la politique sur la discrimination et le harcèlement. Ces politiques sont des outils qui suivent les lois canadiennes et qui nous guident en termes de réponse et de protection pour les plus vulnérables. Au sein du mouvement humanitaire, plusieurs documents phares existent aussi maintenant pour guider nos interventions et assurer des normes minimales en termes de protection. Des standards minimums existent maintenant sur la protection de l'enfance et sur l'égalité entre les sexes et la diversité. Et finalement, un autre secteur qui peut nous guider dans nos interventions en termes de protection, c'est la prévention. Donc, entre autres, comment percevons-nous le pouvoir que nous avons en tant que Canadiens, en tant que personnel de la Croix-Rouge, quand nous portons la veste de la Croix-Rouge? Comment travaillons-nous à utiliser ce pouvoir de façon positive et non dans le but d'exploiter les autres? Et finalement, nous avons des règles simples qui nous aident à garder nos interventions sécuritaires, comme les règles de 2 adultes pour un enfant. Donc, jamais être en isolation avec un enfant. Et quand nous devons avoir des discussions avec un enfant, vous pouvez aller hors de la portée de voix, mais ne pas aller hors de la portée de vue. Ces règles sont expliquées en détail dans la politique de protection de l'enfance, donc révisez-les. Finalement, et nous revenons un peu là où nous avons commencé, un comportement éthique, c'est de s'assurer de ne pas faire de tort aux bénéficiaires. C'est à la base de tout le travail que nous faisons. Donc, soyez dignes de confiance et tenez parole. Ne profitez jamais de votre relation avec quelqu'un pour exploiter la situation. Respectez le droit d'une personne de prendre ses propres décisions. N'exagérez jamais vos capacités ou vos compétences. Si vous ne connaissez pas la réponse à un problème, dites que vous ne savez pas et que vous allez essayer de trouver une réponse. Et finalement, soyez conscient de vos partis pris et de vos préjugés. Et enfin, notre travail doit toujours revenir aux 7 principes fondamentaux qui guident le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Donc, l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité. Rappelez-vous de toujours traiter les gens qui viennent vers la Croix-Rouge avec humanité, dignité et respect. Donc, c'est ce qui conclut ce webinaire sur comment prendre soin de soi et des autres. J'espère que vous avez maintenant plus d'informations sur le contexte entourant la réponse humanitaire pour les réfugiés syriens arrivant au Canada, que vous comprenez mieux le stress et ses effets sur vous-même et sur les autres, et que vous avez aussi eu l'occasion de réfléchir sur votre propre résilience et sur celle des réfugiés syriens. Dans votre travail, rappelez-vous que notre approche toute simple est d'observer, d'écouter et d'établir des liens entre les gens et leurs besoins et les ressources disponibles. Et gardez toujours en tête la protection de tous et des plus vulnérables, ainsi que votre devoir de maintenir un comportement éthique conforme aux valeurs et principes du mouvement de la Croix-Rouge. Donc, merci d'avoir pris le temps de compléter ce webinaire. Nous espérons que l'information partagée avec vous sera utile dans votre travail et comme le dit si bien l'anthropologue et auteur Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. Donc, merci et bonne chance.